Bonjour à toutes et à tous. Je suis le professeur Gabriel Laurent, chef de service de cardiologie du CHU de Dijon. Dans le cadre des contrats de coopération qui permettent ou vont permettre aux aides-soignantes de réaliser donc des ECG, que ce soit à la consultation ou dans les services, nous avons établi un programme d'enseignement pour répondre aux questions qui nous ont été posées autour de la réalisation même de l'ECG, mais aussi de l'interprétation de cet ECG de manière bien sûr basique, avec également des notions historiques. Alors, le cours est en deux parties. La première partie va tourner autour de qu'est-ce qu'un ECG, avec donc un peu d'histoire. Et puis la deuxième partie du cours sera centrée sur comment réaliser techniquement un ECG dans des cas particuliers. Et vous verrez que tout n'est pas toujours aussi simple. Donc on va commencer sans tarder par la première partie, qui est donc centrée sur qu'est-ce qu'un ECG, avec un personnage que je voulais vous présenter, qui est un personnage important. C'est le professeur Wilhelm Einthoven, qui dans les années 1900 a décrit la technique encore utilisée aujourd'hui pour enregistrer l'activité électrique cardiaque à partir donc de l'extérieur, donc la paroi thoracique. Et donc cette technique lui a permis d'obtenir le prix Nobel en 1901. C'est assez stupéfiant de voir que cette technique est toujours utilisée aujourd'hui. Il y a peu d'exemples comme ça en médecine. La radiologie en est un. Mais sachez que même si le système a vraiment changé, vous voyez ici l'appareil qu'il a inventé, qu'on appelle le galvanomètre à cordes, qui est un système évidemment très très complexe et pas du tout mobile. Même si ce système a beaucoup évolué et s'est réduit en taille et s'est amélioré en technologie, ça reste quand même la même méthode aujourd'hui. Vous avez un de ces assistants ici qui fait office de cobaye et donc qui va avoir le bras gauche, le bras droit et la jambe gauche dans un bain de sérum salé qui permet donc la conduction électrique pour remplacer l'électrode qui n'existe pas en 1900. Et ces bains de sérum salé sont câblés directement au système, le système qui permet un enregistrement temporaire, puisqu'on ne pouvait pas garder le tracé, à partir d'un tube, ou plutôt un cylindre imprégné donc, de fumée de carbone, sur lequel un stylet venait donc graver en quelque sorte temporairement les différentes ondes, et donc ça permettait une analyse instantanée. On ne pouvait pas, encore une fois, garder à l'époque le tracé. Mais vous voyez que depuis 100 ans, on réalise cet examen. Donc à l'époque, uniquement les dérivations périphériques, donc les 6 premières dérivations. Et puis dans les années 50, l'avènement de l'électrode va permettre de faire un enregistrement précordial pour les dérivations qui vont donc de V1 à V6. Alors Einthoven, en 1901, décrit les différentes ondes. C'est lui qui invente à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui. Vous allez voir un exemple ici des tracés qu'il a pu faire, où on voit très clairement qu'il a donc identifié l'onde P, dont on reparlera tout à l'heure, le QRS, qui correspond donc à la dépolarisation des ventricules, et également l'onde T. Donc on n'a rien inventé, pour ainsi dire. Plus de 100 ans de recherches qui ont permis d'avancer sur un certain nombre de choses, mais finalement, il a mis les bases de l'interprétation de l'ECG dès le départ. On a même le premier tracé, on peut dire, mondial, universel, si vous voulez, d'une fibrillation atriale enregistrée par Einthoven en 1906. C'est un tracé qui découle d'une publication où on voit cette EFA, vous savez, donc l'absence de rythme régulier sinusal et des battements ventriculaires qui sont irrégulièrement irréguliers, qui traduisent cette arythmie très anarchique et très fréquente, que vous aurez l'occasion de voir assez régulièrement. Alors, encore une fois, 6 dérivations périphériques avec un autre assistant. Vous noterez ici que c'est plutôt la jambe droite qui est dans le bain salé, ça ne change pas grand-chose. L'avènement de l'électrode dans les années 50 avec différents formats d'électrodes que vous connaissez ou que vous allez découvrir qui permettent donc l'enregistrement précordial cette fois-ci, donc les dérivations de V1 à V6 avec donc au total 12 dérivations et puis évidemment l'avènement de l'informatique, de l'électronique qui permet des tracés numérisés qu'on va pouvoir garder, mettre dans des dossiers patients, transférer de différentes matières. Un tout petit mot sur l'état actuel des choses, mais aussi le futur. Vous savez qu'il y a tout un tas d'objets connectés qui permettent de faire des ECG. Ces objets sont plus ou moins efficaces. Les plus efficaces sont certainement ceux qui permettent un enregistrement d'au moins une dérivation, voire 3 dérivations, comme ces systèmes donc, qui sont connectés à des smartphones. Il y en a d'autres qui sont vraiment implantés, comme des Holters implantables de longue durée par exemple. Mais donc il existe tout un tas de systèmes, en passant par la photoplétismographie, ces systèmes qu'on a directement sur les smartphones et qui permettent de mesurer plutôt les pulsations
et donc la régularité des pulsations cardiaques, mais pas un ECG pour ainsi dire. Alors ce qui est important de savoir, c'est que tout ça, ça passe aussi parfois par la montre connectée. Là, je vous ai mis l'exemple de la montre de chez Apple, mais il y a différentes marques qui ont également fait des études. Et au fond, ces systèmes sont performants, mais bien entendu, ça s'adresse plus à des patients jeunes qui sont férus de technologie, et ce n'est pas vraiment ces patients-là qui sont les cibles du dépistage de certaines arythmies, et la fibrillation atriale en particulier, puisque c'est plutôt des événements qui surviennent avec l'âge. Mais bon, l'avenir va certainement donner raison à ces technologies avec évidemment tout un tas de logiciels associés. Donc là, je vous montre simplement un exemple de différents logiciels qui tournent autour de l'analyse de la fibrillation atriale, qui sont des applis qu'on retrouve sur les smartphones. La question de base étant qui va analyser tout ça, en sachant que ça fait des masses de données colossales, que les patients eux-mêmes, bien sûr, ne peuvent pas interpréter tout seuls, mais que l'intelligence artificielle peut aider dans le diagnostic et donc permettre d'avancer un petit peu. Bon, mais si on revient à notre sujet, parce que évidemment je me suis un peu égaré, je poserai globalement quelques questions. Tout d'abord, à quoi correspond le signal enregistré? C'est quoi un ECG sous la forme de à quoi ça correspond? À quoi sert cette activité électrique cardiaque? Alors, vous avez donc déjà vu depuis Eindhoven les différentes ondes dont on parlait tout à l'heure, avec l'onde P ici, l'espace PR, le QRS et l'onde T qu'on ne voit pas sur ce tracé. Alors, si on fait une analyse assez simple, on dira que l'onde P, hein, c'est l'activité électrique de l'oreillette ou des oreillettes. Hein, c'est classiquement à la fois l'amplitude de l'activité produite, l'activité électrique produite, et aussi la durée de cette activité. Le PR, qui correspond en réalité à un PQ, parce que vous voyez que autant cet intervalle commence par le début de l'onde P, autant il se termine au début de l'onde Q, hein, quand il y en a une évidemment, mais traditionnellement on l'appelle le PR. Ce PR correspond à l'activité électrique entre les oreillettes et les ventricules, donc le temps de conduction qu'il faut pour aller des oreillettes aux ventricules. Donc, je vous réexpliquerai ça tout à l'heure en détail. Et puis enfin le QRS, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui correspond à la dépolarisation des ventricules. Également en termes d'amplitude, c'est-à-dire de masse électrique cardiaque, si vous voulez, qui produit cette onde, et aussi en termes de durée, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir pour que les ventricules se dépolarisent. Alors, si on continue un petit peu sur cette activité électrique, à quoi elle sert en fait? D'abord, elle est produite par les cellules cardiaques. L'ECG, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un enregistrement de cette activité électrique, mais comme un électroencéphalogramme avec des électrodes donc, sur le crâne peut enregistrer l'activité électrique cérébrale, c'est un peu le même principe. D'ailleurs, sachez que quand on fait un électrocardiogramme, on peut enregistrer certains battements cardiaques. Hein. Donc c'est bien une activité électrique enregistrée à partir de l'extérieur, à partir de la paroi thoracique. C'est un enregistrement sur papier ou numérique, on l'a dit tout à l'heure, qui permet donc d'être relu après, qui donc donne des notions d'activité sous forme d'amplitude, on en a parlé. L'unité, c'est le millivolt. Donc l'amplitude, ça va être la taille finalement de l'activité électrique enregistrée. Mais aussi de polarité, c'est-à-dire le fait que l'activité soit positive ou négative, hein, c'est-à-dire le front d'activation, je vous expliqué tout à l'heure. Et puis ça permet aussi de mesurer ce qu'on appelle l'axe électrique du cœur, qui d'ailleurs sur les fonctions automatiques apparaissent. Hein, quand vous faites un ECG automatique, vous avez toutes ces notions qui apparaissent en haut à gauche en général. Alors ces activités sont, on l'a vu, les oreillettes et puis donc les ventricules. C'est aussi une mesure de temps de conduction, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour aller d'un endroit à un autre dans le cœur, d'un point de vue électrique. Ça se mesure, et l'unité de mesure est la milliseconde, parce que ça va extrêmement vite, vous le savez, et donc ces temps de conduction nous intéressent, parce que si par exemple une oreillette ou un ventricule sont malades, il faudra plus de temps pour aller d'un endroit à un autre, et donc ce temps va s'allonger. Donc on analyse le CG sur tout un tas de paramètres. Globalement, on va dire, la polarité qui nous donne donc l'axe électrique du cœur, des structures électriques, l'amplitude qui correspond à la masse électrique qui s'active, donc ça peut être un cœur épaissi, hein, ce qu'on appelle une hypertrophie, ou une dilatation des cavités cardiaques, et aussi la durée, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour aller d'un endroit à un autre. Donc toutes ces notions sont à interpréter. Alors à quoi sert cette activité électrique? En fait, comme un pacemaker qui entraîne une contraction du muscle quand l'influx électrique va dépolariser donc le ventricule par exemple. Là c'est la même chose, c'est un pacemaker physiologique si vous voulez. Cette activité électrique va permettre la contraction du muscle cardiaque
d'abord des oreillettes, puis des ventricules, avec une sorte de synchronisation. On dit que le cœur est synchronisé, bien orchestré, si vous voulez, si toutes ces séquences se déroulent normalement. Donc il y a un lien entre l'activité électrique et l'activité mécanique. On appelle ça le délai électromécanique, en fait. Et donc cette activité électrique va traduire la capacité du système cardiaque à entraîner ensuite une séquence de contraction des différentes cavités, orchestrées ou alors anarchiques, pathologiques dans certaines arythmies. On a déjà parlé de la fibrillation atriale, mais aussi d'autres tachycardies. On peut également dépister des maladies cardiaques comme l'insuffisance cardiaque et évidemment les infarctus, on va en revoir tout à l'heure, parce que le CG a un rôle très important évidemment dans le dépistage de l'infarctus. Alors là, je vous ai mis un tableau assez complet de toutes les ondes, puisque après la description de l'onde P, du PR, du QRS et de l'onde T par Einthoven, il y a tout un tas d'autres choses qui se sont superposées. Avec le temps, on a défini d'autres intervalles, comme le QT par exemple, qui est très intéressant pour nous dans certaines maladies héréditaires, qui est une mesure entre le début de l'onde Q et la fin de l'onde T. L'onde T étant la repolarisation des ventricules. Et puis un certain nombre d'autres choses, en particulier le segment ST, vous savez, ce segment qui arrive à la fin donc, du QRS et le début de l'onde T. Et ce segment ST, c'est celui-là qui va s'élever, se surélever, donner ce qu'on appelle le sus-décalage du segment ST à la phase aiguë d'un infarctus, par exemple, ou au contraire un sous-décalage du segment ST, on verra tout à l'heure, dans les images en miroir ou certains infarctus sans sus-décalage du segment ST, justement. Je vais vous montrer des séquences qui vont être peut-être plus faciles à interpréter pour comprendre justement cette séquence d'activation des oreillettes au ventricule avec donc la corrélation entre ce qui se passe, ou ce qu'on imagine ce qui se passe dans les oreillettes et les ventricules à un moment donné, et la traduction électrique. C'est une petite vidéo, on va dire, que j'ai fait il y a déjà longtemps, mais qui reste d'actualité. Elle n'est pas tout à fait, comment dire, précise et juste, mais bon, elle a le mérite de nous expliquer les choses assez clairement. Donc, formation de l'influx initial, le pacemaker physiologique, c'est le nœud sinusal. Et ce nœud sinusal se situe dans l'oreillette droite, au plafond de l'oreillette droite. Donc ça, c'est la première activité, celle qui va déclencher toute la séquence. Et initialement, quand cette activité se déclenche, il n'apparaît pas grand-chose sur le CG. C'est lorsque cette activité va se répandre dans les oreillettes, comme vous voyez ici, sous la forme d'une petite lumière jaune, qu'on va voir apparaître l'onde P. L'onde P étant, comme on disait tout à l'heure, l'analyse électrique, enfin l'enregistrement électrique de ce qui se passe dans les oreillettes. Et puis ensuite, on va avoir la conduction dans donc, le nœud auriculo-ventriculaire, qui est ces structures qui se situent entre les oreillettes et les ventricules, et donc qui va se traduire par l'intervalle PR, dont on parlait tout à l'heure. Puis l'influx électrique va suivre tout un schéma électrique de conduction. Donc vous avez sûrement entendu parler du faisceau de His, des branches, avec le réseau de Purkinje, qui est en fait une sorte d'autoroute de conduction électrique dans laquelle l'influx s'engage et va donc aller extrêmement vite en direction des ventricules pour que les deux ventricules se dépolarisent en même temps ou quasiment en même temps pour que tout ça soit synchrone. Donc on voit ici l'influx électrique qui circule dans le faisceau de His et ses branches, puis des parties distales donc du réseau de Purkinje des deux ventricules. Et vous voyez qu'on voit apparaître le début du QRS, qui est le début de la dépolarisation des ventricules. Et puis ensuite, donc, le QRS lui-même qui correspond à cette dépolarisation simultanée des deux ventricules, qui va ensuite produire bien sûr l'activité mécanique, c'est-à-dire la contraction. Et puis enfin, on a la repolarisation avec le segment ST. Donc si on résume, au fond, c'est quoi un ECG? C'est un enregistrement de l'activité électrique du cœur à partir de la paroi thoracique et des électrodes périphériques, avec des électrodes qui sont en position standardisée. On verra ça dans la deuxième partie du cours. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, si les électrodes ne sont pas aux endroits qu'on attend qu'elles soient, l'interprétation va être faussée. À un moment donné, c'est sûr qu'un ECG, tout de suite, ce ne sera pas le reflet de ce qui va se passer après ou avant. Donc il y a aussi une notion que parfois certains ECG, 12 dérivations automatiques, ne représentent pas la réalité des événements que ressentent les patients. C'est pour ça que parfois on demande un ECG manuel de défilement qui permet d'enregistrer des événements qu'on ne verrait pas forcément au moment de ce cliché, de ce snapshot, si vous voulez, instantané du 12D. Il y a des règles internationales qui sont bien définies. Je vous rappelle qu'Einthoven a tout décrit, que ce soit la vitesse de défilement ou le type d'enregistrement.
Donc en fait, on suit ces règles-là pour qu'un ECG réalisé en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord ou en Europe soit interprété de la même façon. Donc tout ça est standardisé sur du papier millimétré pour permettre une interprétation fiable et pouvoir dire que telle anomalie est superposable à telle autre qui serait enregistrée dans un autre endroit du globe. On va maintenant faire le tour de certains principes de base sous des formes imagées. Je m'excuse d'avance, mais c'est souvent le meilleur moyen de comprendre les choses simplement. La polarité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir ce front d'activation, c'est-à-dire une activité électrique qui va d'un endroit à un autre. Imaginez donc le nœud sinusal initial qui va donner cette impulsion à travers les oreillettes puis les ventricules. On a donc un front d'activation qui va aller du début du nœud sinusal en direction de la dernière portion des ventricules activés. Donc cette polarité, on la symbolise ici sous la forme d'un TGV pour dire qu'il y a donc un point de départ et un point d'arrivée. Imaginez simplement que le nœud sinusal se trouverait là, par exemple, et les ventricules là. Donc on a un front d'activation qui va dans ce sens-là. Quand c'est le cas, on enregistre avec nos électrodes de surface ou en périphérique une activité électrique, donc une polarité, qui va dépendre de l'endroit où se trouve l'électrode. Si l'électrode est face à ce front d'activation, elle va enregistrer une polarité positive. Donc on aura principalement une amplitude positive sur le CG de surface. En revanche, l'électrode qui lui fait face, et qui sera donc à l'origine de l'activité électrique, va enregistrer une polarité négative. Ça, c'est très utile pour nous parce que ça nous permet de savoir d'où vient l'impulsion et où elle va. Lorsqu'on est perpendiculaire à ça, c'est un peu comme si vous étiez justement au bord du chemin de fer. En tout cas, vous êtes à la perpendiculaire du passage du train. Vous voyez arriver le train qui part de l'autre côté. Ou inversement, le train arrive de ce côté-là et part de l'autre côté. Et ça nous donne une polarité qu'on dit être isodiphasique, c'est-à-dire qu'il y a autant d'activités positives que négatives, ou négatives que positives. Et ça permet de mesurer, par exemple, les axes électriques du cœur. On sait, par exemple, que dans ces dérivations-là, l'axe électrique est perpendiculaire à ces dérivations. Il suffit d'après de voir quelle est celle qui est positive. En l'occurrence, ici, c'est celle-là. Donc l'axe électrique du cœur est bien celui-là. Sans avoir vu le train, finalement, avec les enregistrements que je viens de vous montrer, vous pourriez dire que le train va globalement de là à là, et qu'il est perpendiculaire à ces deux dérivations. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, puisque sur le CG, on enregistre une activité électrique avec une polarité, mais évidemment, on ne voit pas le cœur. Donc c'est juste une interprétation électrique du front d'activation cardiaque. Alors d'autres notions d'ordre de la polarité, la vitesse de conduction. On parlait tout à l'heure de vitesse. Donc la vitesse est en millisecondes. Je vous disais tout à l'heure, ça va très très vite. Et donc si on prend l'exemple d'un train à vapeur, donc évidemment qui va beaucoup plus lentement que le train précédent, on peut tout à fait avoir une polarité assez proche de ce qu'on avait tout à l'heure, puisque ça part bien de là et ça va là. Donc on va avoir évidemment une polarité positive ici et une polarité négative là, mais évidemment il faudra plus de temps pour aller de là à là, puisque par définition, une locomotive à vapeur va moins vite qu'un TGV. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir un front d'activation qui va être positif ici, ça on l'a dit, une polarité négative dans l'autre sens, mais vous noterez que par rapport à l'exemple précédent, on met plus de temps, c'est-à-dire que l'activité électrique qui a été enregistrée est plus large, et ça c'est du temps, c'est le temps est mesuré ici, il faut plus de temps pour aller d'un endroit à un autre. C'est la seule différence, puisque même en termes de polarité, pour ce qui est des dérivations perpendiculaires, on a des dérivations isodiphasiques, c'est-à-dire autant de positifs que de négatifs, de part et d'autre, avec toujours cette notion du temps. Et cette notion du temps se répartit partout. Ça, c'est intéressant. Ici, vous voyez qu'on a un temps qui fait une mesure quelconque. C'est la même qu'ici, et c'est la même que là, et là aussi. Et ça a du sens. Quel que soit l'endroit où vous êtes, s'il faut du temps pour aller d'un endroit à un autre, quelle que soit l'électrode, elle va mesurer ce temps. C'est-à-dire que toutes les électrodes doivent enregistrer le même délai d'une cavité cardiaque, quelle que soit, encore une fois, la position de l'électrode. Dernier exemple simpliste, et je m'en excuse encore, on va parler de l'amplitude. On parlait tout à l'heure du fait que l'amplitude était mesurée en millivolts, elle correspond à la masse électrique, qui va donc entraîner une dépolarisation d'une structure. Imaginez, plutôt qu'un ventricule de taille normale, un ventricule par exemple hypertrophié, donc épaissi, donc musclé en quelque sorte, ou un ventricule extrêmement dilaté,
dans les insuffisances cardiaques par exemple, eh bien, cette masse électrique va être différente d'un cœur de taille normale. Et donc là, je l'ai simplifié sous la forme de 2 trains, hein, pour vous donner cette impression que finalement, la masse électrique est plus importante. Qu'est-ce que ça va entraîner en pratique? On a toujours cette notion de polarité avec un front d'activation positif d'un côté et négatif de l'autre quand on fuit le front. Mais par contre, vous voyez que l'amplitude n'est pas la même. Cette amplitude mesurée donc en millivolts permet de savoir que la cavité cardiaque pose problème. Là, j'ai mis l'exemple des ventricules, on a la même chose dans les oreillettes. Cette cavité cardiaque, elle produit une activité électrique d'une amplitude anormale. Donc, il y a une anomalie sous-jacente. Voilà. Et donc, après, on a, pareil, les dérivations perpendiculaires à ça qui vont donner des enregistrements isodiphasiques. Et vous voyez qu'en termes de délai, de durée de conduction, dont on parlait tout à l'heure, ici, la durée est normale. Mais on peut aussi avoir des associations. Si quand on imagine très bien une cavité cardiaque dilatée, par exemple, qui va produire donc une amplitude plus importante, cette cavité cardiaque va mettre aussi plus de temps à être dépolarisée. Ça a du sens. Regardez, vous avez un ventricule de cette taille. Pour aller d'un point à un autre, ben, physiquement, la vitesse de conduction va être définie. Mais si vous avez une cavité cardiaque qui fait le double, pour aller de ce point-là à ce point-là, il faudra 2 fois plus de temps quelque part. Et donc on peut avoir des formes combinées, c'est-à-dire que l'ECG peut enregistrer des amplitudes anormales, donc des QRS amples, également allongées en durée, et donc qui traduisent un ralentissement de la conduction. L'ensemble pour nous dit, ce cœur est malade, il est à la fois dilaté ou hypertrophié, mais plutôt dilaté, et il lui faut du temps pour aller d'un endroit à un autre, donc la cavité cardiaque est extrêmement dilatée, donc il y a une maladie grave sous-jacente. Tous ces éléments nous donnent des critères indirects pour interpréter ce qui se passe dans le cœur. Alors, un exemple sur l'infarctus, parce que c'est quand même un élément important. Vous avez ici représenté un cœur un peu simplifié avec les artères coronaires. Et on voit ici que sur la grosse artère, vous savez, principale, l'interventriculaire antérieure, il y a eu un infarctus. Donc c'est symbolisé sous la forme d'une image un petit peu violacée, hein, une zone qui est en train de nécroser. Donc à la phase aiguë d'un infarctus, on n'aura pas forcément des changements de polarité, d'amplitude ou de durée, mais par contre on va avoir des aspects assez typiques, on disait tout à l'heure, du segment ST, qui donne cet aspect qu'on appelle donc l'onde de Pardy. Alors vous savez qu'en médecine, et en particulier en France, on a utilisé pendant très longtemps les noms communs des gens qui avaient décrit les maladies. Là, en l'occurrence, M. Pardy a décrit l'onde de Pardy, qui est cette espèce de sus-décalage, parfois gigantesque, du segment ST, donc à la fin du QRS, segment ST. Et alors, ce qui est intéressant dans le CG, et ça rejoint un petit peu la polarité dont on parlait tout à l'heure, c'est que lorsque vous avez un aspect de ce type-là, les électrodes qui voient fuir l'aspect en question donnent une image dite en miroir. Et donc, on peut être amené à interpréter le CG sous cette forme-là en disant une électrode qui va enregistrer donc un sus-décalage du segment ST, donc traduisez ça comme un infarctus avec sus-décalage du segment ST, hein, ce qu'on appelle dans le jargon STMI. Cette électrode enregistre donc un sus-décalage, tandis que l'électrode qui va se retrouver par exemple à l'opposé de cette zone va enregistrer un sous-décalage un peu symétrique. C'est-à-dire que si vous prenez le CG et que vous le retournez, vous le regardez à travers une lumière, vous verrez la même image. Et cette image s'appelle l'image en miroir. C'est un des principes. Et donc ça permet, dans un certain nombre de cas, de distinguer certaines pathologies. Du moins, au cours d'un infarctus, on a cet aspect-là dans une dérivation et on aura complètement l'image en miroir dans la dérivation qui lui fait face ou qui est à l'opposé de cette région. Alors, ces fronts d'activation électrique, globalement, vont de droite à gauche. Ça, c'est une image anatomique du cœur, et ça, c'est l'image électrique du cœur. Donc, on vient de voir que ce soit l'oreillette, hein, symbolisée ici avec le nœud sinusal, et l'activation de l'oreillette droite, mais aussi de l'oreillette gauche. On a un front qui va globalement de droite à gauche, mais on a la même chose pour les ventricules, c'est-à-dire dépolarisation des ventricules, de la base en tout cas du septum, en direction de la pointe du cœur, puis après ça remonte, mais peu importe, globalement, le front d'activation ou la polarité va de droite à gauche, qu'il s'agisse des oreillettes ou des ventricules. Ça, c'est pour les dérivations périphériques, pour mesurer l'axe électrique du cœur. Et puis, les dérivations précordiales, dont on parlait tout à l'heure, qui ont été décrites dans les années 50 grâce à l'avènement de l'électrode, ont permis aussi donc, de mesurer ou d'analyser ce qui se passait à la surface. Donc là, c'est évidemment très simplifié aussi, et on voit que globalement, de V1
AV6, on a progressivement un changement sur un ECG normal ici de morphologie. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, en V1, on est plutôt perpendiculaire, hein, V1, V2, on est plutôt perpendiculaire à l'axe électrique du cœur, donc on a ces dérivations un peu isodiphasiques. Quand on arrive à V3, V4, on est à la pointe du cœur, on enregistre le front qui nous arrive de face. Donc V3, V4 enregistre une activité électrique assez importante. Et puis quand on s'éloigne, de nouveau V5, V6 par exemple, de nouveau l'amplitude va baisser puisqu'on s'éloigne du front d'activation. Donc vous voyez que cette analyse précordiale est très utile aussi parce qu'elle permet aussi, alors pas de définir l'axe électrique du cœur, mais de voir le front d'activation, en général en direction de la pointe du cœur entre V2, V3 et V4, ça dépend. Donc 6 dérivations périphériques, D2, D3, AVR, AVL, AVF, qui sont ces dérivations décrites historiquement par Einthoven, et puis les dérivations précordiales de V1, V6, en sachant dans la deuxième partie du cours qu'on parlera d'autres dérivations qui ont été décrites au fil du temps. Alors ces dérivations périphériques, vous voyez, elles sont représentées, j'ai fait un petit dessin simple, donc sous une forme un peu plane. Il faut imaginer un plan frontal, on appelle ça d'ailleurs les dérivations frontales, et donc elles permettent de définir l'axe électrique du cœur classique. Évidemment, il ne faut pas retenir ça, mais vous voyez qu'il y a AVR. Alors AVR, c'est une abréviation anglo-saxonne, R pour right, donc à droite en fait, AVL pour left, donc à gauche, D1, D2, D3 et AVF pour F pour foot, le pied. Vous avez bien vu que sur les premiers enregistrements d'Einthoven, l'assistant mettait soit le pied gauche, soit le pied droit dans une bassine de sérum salé. Et donc, c'est cette dérivation-là qui correspond à la dérivation du bas. Donc, globalement, vous voyez, AVR, AVL et D1, ce sont les dérivations hautes. Et puis D2, D3, VF sont les dérivations basses qui correspondent donc plutôt au niveau des jambes. Et donc, on apprend à mesurer cet axe électrique à partir d'un certain nombre de définitions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Cet axe électrique qui va donc globalement de droite à gauche va aller sur un cœur normal exactement dans cette direction-là. C'est-à-dire que les dérivations AVL et D3 vont être plutôt, vous voyez, isodiphasiques. Donc, vous rappelez-vous du train qui passe. Ce sont des dérivations qui voient passer finalement devant elles le front d'activation, la polarité. Tandis que AVR sera toujours négatif. Vous voyez AVR, en haut à droite, va voir fuir l'onde P, mais aussi une QRS. Donc en AVR, on aura une onde P négative et un QRS négatif. Et c'est toujours comme ça, dans un cœur normal, en position classique. Et donc le front d'activation va plutôt aller en direction des dérivations D2 AVF, D1, D2 AVF, et donc on peut mesurer très précisément cet axe électrique. Quand l'axe électrique n'est pas celui-là, donc un axe électrique normal, ça peut être plusieurs raisons. Position anormale du cœur dans le thorax, pour un situs inversus, par exemple, on a le cœur de l'autre côté. Ça peut être parce qu'il y a un système électrique qui ne marche pas bien, et donc une activité électrique qui ne va pas se faire de manière normale. Imaginons une branche électrique qui ne marche pas, l'influx va passer par l'autre côté, donc ça va modifier complètement l'axe électrique du cœur. Et éventuellement, ça peut être aussi une cardiopathie, donc une anomalie, cette fois-ci structurelle du cœur, qui fait que le cœur ne se dépolarise pas normalement parce qu'il est malade. Et donc, ça va modifier l'axe électrique. On va arriver au terme de cette première présentation avec une conclusion simple. L'ECG est une méthode centenaire, vous l'avez compris, de l'analyse de l'activité électrique cardiaque à partir du thorax et à un moment donné, ça j'insiste bien, parce qu'un ECG normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. À partir de 12 dérivations, les 6 premières, donc périphériques ou frontales, décrites initialement par Einthoven, qui vont nous définir plutôt la polarité et l'axe électrique du cœur, et puis les dérivations précordiales des années 50, qui permettent aussi de voir la morphologie. On analyse plusieurs éléments, vous l'avez compris, la polarité, l'amplitude et la durée de la conduction. Tous ces éléments nous permettent d'avoir des indices indirects de ce qui se passe vraiment au niveau électrique cardiaque et donc anticiper sur la maladie sous-jacente. On peut donc diagnostiquer des arythmies cardiaques, mais aussi des infarctus ou des anomalies de la conduction. Et son analyse va dépendre de la qualité de l'enregistrement réalisé. Là, j'insiste bien. C'est pas tant le fait de faire l'ECG qui est important, mais c'est surtout de le faire bien dans les conditions internationales standardisées pour que la personne qui va l'interpréter, donc le médecin qui va l'interpréter, ait la certitude de pouvoir utiliser les critères habituels pour l'analyser. On peut tout à fait faire un mauvais ECG, entre guillemets, involontairement, qui va être mal interprété, on en parlera tout à l'heure, et donc ça peut conduire à des erreurs diagnostiques, évidemment. Voilà.
Je vous remercie de votre attention.